Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce nouvel épisode des Industry Stock. Donc aujourd'hui, on va voir le cloud au service du KYC avec notre spécialiste Antoine Guy, avec également sont Leila Bendiab et Stéphane Latrille des équipes de Vialink. Donc pour ce nouvel épisode, merci de nous rejoindre. Comme d'habitude, je vous partage quelques règles. Donc merci de rester en mute pendant le déroulement de cet épisode. Vous avez bien sûr la possibilité de poser toutes vos questions pendant la présentation de nos équipes Vialink et Google Cloud dans le chat qui se trouve à droite de votre écran. Et on prendra quelques minutes à la fin pour répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas. Leila, Antoine, Stéphane, c'est à vous. Bonjour, merci à tous de nous rejoindre ce matin. Donc, je suis Antoine Guy, responsable technique pour Google Cloud du compte BPCE. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Leila. Bonjour. Et Stéphane. Bonjour à tous. Et donc, Leila et Stéphane de Vialink, j'ai le plaisir de les accueillir. Vialink, c'est un partenariat super intéressant entre Google et Vialink. Donc, Vialink est une filiale de la BRED. Aujourd'hui, Vialink édite une solution de KYC et de signature électronique qu'ils ont construit sur des technologies Google Cloud, parmi lesquelles certains produits phares comme Kubernetes et AI Platform. Et donc, je vais les laisser présenter leur solution. Et je vous retrouve à la fin pour vous parler de Document AI. Merci Antoine. Donc, je vais reprendre quelques minutes pour vous représenter Vialink, qui nous sommes et ce que nous proposons. Puis, je laisserai la parole à Stéphane, notre CTO, qui reviendra sur la partie plus technique de notre solution et surtout pourquoi on a choisi Google pour nous accompagner dans notre projet. Alors, Vialink, c'est une RegTech et un tiers de confiance. Nous proposons des solutions en mode SaaS autour de la signature électronique et du KYC. Alors, le KYC, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, ça désigne des procédures qui sont essentiellement mises en place dans le secteur de la banque ou de l'assurance et qui visent à vérifier l'identité, le profil d'un client ou d'un prospect. Donc, vérifier son identité, l'origine de ses revenus, son adresse fiscale, ses bénéficiaires effectifs pour une personne morale. En fait, tout un lot de vérifications qui sont obligatoires. C'est une obligation légale assez contraignante et qui vise à lutter contre le blanchiment d'argent et lutter contre le terrorisme. Donc aujourd'hui, Vialink, c'est également plus de 200 clients. On a des clients de différentes tailles, des clients de très grosses structures comme la BNP ou la Société Générale. On a également déployé notre solution Vialink KYC dans un grand réseau bancaire français qui aujourd'hui l'utilise pour vérifier tous les documents lors de l'entrée en relation et l'ouverture de compte bancaire. On réalise plus de 2 millions de contrôles et plus de 3 millions de signatures. Alors, Vialink a été reconnu en 2019 pour son innovation, donc essentiellement comme une start-up, même si on est filiale d'un grand groupe, pour son innovation autour de tout ce qui est machine learning, donc un label de finance innovation, également un certificat de Capgemini, mais surtout, on a été reconnu par CEO Outlook comme l'une des 10 meilleures solutions de KYC au monde et la première au niveau européen. Alors, qu'est-ce que c'est que Vialink KYC plus concrètement ? Alors, si on prend l'exemple d'un client qui veut ouvrir un compte bancaire ou souscrire un crédit conso, que ce soit en ligne ou en agence, donc sa démarche, ça va être de donner un certain nombre d'informations, de remplir un formulaire et également de transmettre un certain nombre de justificatifs sur son identité, ses revenus, son domicile, etc. Donc, plus ou moins de documents suivant le type de produit. Donc, une fois que son dossier est complet, il va atterrir chez un conseiller bancaire qui va l'étudier, qui potentiellement va lui redemander des justificatifs complémentaires, d'autres justificatifs ou des nouveaux puisque potentiellement ceux qu'il a transmis ne conviennent pas. Bref, il va y avoir un certain nombre d'allers-retours entre le client et sa banque avant que le dossier ne puisse être validé. Donc là où Vialink intervient, c'est dans tout ce process de récupération des pièces, de contrôle, pour fluidifier justement ce parcours et l'accélérer pour qu'un conseiller bancaire ait moins de travail derrière et pour que le client, l'utilisateur final, ait finalement sa réponse beaucoup plus vite que jusqu'à présent.
Donc, comment on va procéder? C'est-à-dire qu'on va récupérer les justificatifs dès que le client les transmet, donc soit via un site internet, soit parce que le conseiller bancaire les a scannés. On va, dans un premier temps, faire passer un premier algorithme qui va reconnaître le type de pièce pour vérifier que le client a bien remonté une pièce d'identité et pas un autre document. On va vérifier la complétude du dossier, donc vérifier que toutes les pièces qui sont demandées pour ce dossier ont bien été transmises. Et puis, surtout, on va passer derrière un certain nombre de contrôles automatisés. Alors, ce sont des contrôles qui vont permettre de vérifier la conformité des documents. Donc, est-ce qu'il s'agit bien du bon document? Est-ce qu'il est toujours en cours de validité? On va surtout passer des contrôles de fraude, vérifier qu'il n'y a pas des données qui ont été falsifiées sur le document. Et également faire des contrôles de cohérence, c'est-à-dire que vérifier que les données sur les documents sont cohérentes entre elles sont cohérentes avec ce que le client a déclaré. Éventuellement appeler des bases de données externes, par exemple le site des impôts, pour faire une contre-vérification que ces données sont bien correctes. Le tout toujours dans une optique de vérification antifraude et tout ça dans un délai extrêmement court puisqu'on traite un dossier complet en environ 10 secondes. L'objectif pour nous, c'était vraiment de proposer un service automatisé très rapide à nos clients pour qu'ils puissent se décharger d'une partie de ces contrôles et pouvoir notamment remonter sur leur front web ou à leur conseil bancaire des informations très rapidement. C'est-à-dire que si on a lu et contrôlé qu'un justificatif de domicile est de plus de 3 mois et ne sera pas accepté, donc notre objectif, c'est de le dire tout de suite à l'utilisateur final pour qu'il puisse le changer et éviter ainsi tous ces allers-retours et accélérer le process. On a un périmètre qui est assez large, on lit automatiquement et on contrôle automatiquement tous les documents d'identité au niveau mondial, des documents de domicile et de revenus, que ce soit pour de la personne physique ou morale. Donc, comme je vous l'ai dit, notre objectif, c'est de traiter un dossier en environ 10 secondes pour que ça soit extrêmement rapide pour nos clients. Et à l'issue de ces contrôles, on va émettre un rapport qui est certifié et horodaté, qui trace tous ces contrôles, tous les événements qui ont eu lieu sur un dossier. C'est très utile pour nos clients qui sont essentiellement dans le domaine bancaire et qui ont besoin de pouvoir transmettre en cas d'audit une justification qu'ils ont opéré tous les contrôles réglementaires obligatoires. Alors, comme on traite également de données ultra sensibles, notamment sur l'identité et les revenus, on a forcément besoin d'une architecture qui est très sécurisée, RGPD compliant, et redondée pour donner de la fiabilité à nos clients. Ça aussi, c'est un critère qui était très important pour nous, tout ce qui tourne autour de la sécurité. Et dernier point, pour proposer quelque chose qui soit à la fois rapide, mais également fiable, c'est-à-dire que pour avoir un taux de reconnaissance et de contrôle, de lecture de ces documents qui soit le plus pertinent possible, on s'est, dès le démarrage, appuyé sur des process de machine learning et de computer vision. Et donc, ces points-là sur lesquels Stéphane va revenir pour vous présenter ce qu'on a fait et pourquoi on a choisi Google pour nous aider sur ce sujet. Très bien, merci Laïla pour cette introduction. Comme tu l'as expliqué, voilà, la belle promesse, il a fallu la mettre en musique techniquement et relever un certain nombre de challenges. Comme tu l'as dit, il y a un large spectre documentaire qui est adressé sur l'identité, sur le revenu, sur la domiciliation et d'autres types de documents encore. Ce qui est simple à faire pour un humain peut l'être peut-être beaucoup plus compliqué pour une machine. Donc, c'était un défi à relever. On a aussi à faire face à une qualité de documents qui est très variable. Pourquoi? Parce que les sources d'acquisition, ça peut être un téléphone, ça peut être un scanner. Voilà, quand c'est scanné en agence, un document, il y a plutôt des process qui permettent d'avoir un document de qualité. Quand c'est pris par un individu chez lui sur sa table basse, dans des conditions de luminosité, avec des éléments autour du document, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. On avait besoin que tous les traitements soient automatisés et soient faits en temps réel. Voilà, un contrôle KYC, quand c'est fait par exemple en agence, c'est entre 8 à 12 minutes. Nous, la belle promesse, c'était de le faire en environ 10 secondes. Donc, il y avait cette contrainte-là.
on avait une nécessité effectivement de gagner beaucoup de temps par rapport à la réalité d'un contrôle humain, et aussi la nécessité de gagner en fiabilité. Alors, ça ne veut pas dire faire mieux qu'un humain, mais ça veut dire, dans certains cas, oui, faire mieux, parfois faire aussi bien, et puis s'assurer qu'on peut répéter de façon à grande échelle des traitements en ayant des sorties extrêmement fiables. Et puis, il s'agissait d'agréger, de traiter des données qui sont de sources vraiment hétérogènes. On a vu des informations qui sont fournies par leurs clients à nos clients à nous au départ, corrélées avec des informations extraites de documents, corrélées avec des informations extraites, comme tu l'as dit, d'autres systèmes d'information, d'autres sources d'informations comme les API des infos ou des impôts ou Infogreffe, par exemple. Et donc, pour traiter tout ça, on a choisi de s'appuyer sur des algorithmes de computer vision, traitement d'images. On verra dans le slide d'après un petit peu la décomposition des traitements qui est faite. Et dans quasiment toutes les étapes, on a mis en œuvre des algorithmes de deep learning, natural language processing et de traitement de logique floue aussi, afin de pouvoir corréler correctement des données qui sont parfois pas exactement la même, bien qu'il s'agisse de la même donnée. Par exemple, une adresse. On peut passer au slide d'après. Donc, comment ça s'articule, ce traitement? La première étape, c'est effectivement l'acquisition du document. Et quand ça rentre chez nous, on va commencer par une étape de classification. C'est-à-dire qu'on va pouvoir catégoriser un document, le reconnaître et savoir si c'est une carte d'identité, si c'est le recto, si c'est le verso, si c'est un avis d'imposition, si c'est une facture de téléphonie, Bouygues ou SFR. Des informations qui vont nous permettre, en étape 2, de sélectionner les traitements, les bons traitements à faire, puisque chaque document a sa vérité et qu'il est important d'appliquer les bons traitements aux bons documents. Donc, l'étape de pré-processing, elle, en gros, c'est une étape préparatoire. Donc, c'est là où les algorithmes de computer vision, vraiment traitement d'image, sont pertinents. C'est une étape préparatoire pour s'assurer qu'on va pouvoir extraire nos informations du document dans les meilleures conditions. Donc, là, on va s'attaquer à la géométrie du document. Un document sur une table basse qui est plié, peut-être. On va essayer de le redresser, de le reformater. Il nous est peut-être présenté à l'envers. On va essayer vraiment de le remettre dans le bon sens pour un traitement optimal. On va opérer des traitements de nettoyage, de bruit, en fonction de la qualité de l'acquisition du document. On peut se retrouver avec des documents extrêmement bruités, et puis ça peut être des photocopies de photocopies, ou encore plus d'étapes de photocopie. Il peut s'avérer qu'il y ait vraiment le document ait une vie qui fait que informatiquement c'est compliqué à traiter. Il y a du bruit, des points absolument partout sur certains documents, et ça, c'est traité dans cette phase-là. Et puis on a des problématiques d'éclairage. On le verra aussi dans quelques exemples qu'on voit dans les slides d'après. L'éclairage, ça complexifie les traitements. On peut avoir sur un même document des zones qui ne sont pas soumises exactement à la même source d'éclairage. Voilà, une ombre sur une partie du document. Voilà. Donc cette phase de pré-processing, elle vise à préparer celle d'après, qui est la détection de zones de texte. On détecte aussi des images, mais là on a insisté sur la détection de zones de texte. Là aussi, comme dans l'étape de la classification, on fait appel à du machine learning, à des algorithmes spécifiques pour repérer des zones de texte. Et cette étape vise à préparer celle d'après, qui est vraiment la phase d'extraction d'informations de l'OCR. Donc là, on va extraire le texte. On s'appuie aussi sur une solution qui fait de l'OCR via du machine learning. Donc, il y en a aussi à cette étape-là. Une fois le texte extrait, on va essayer de transformer ça en données clés-valeurs. On va labelliser ces données. Évidemment, on a extrait beaucoup de texte, mais imaginons un bulletin de salaire, c'est une pièce qu'on traite. On a un gros volume de texte, mais il va falloir mettre de l'intelligence et aussi des algorithmes de machine learning, notamment de natural language processing, pour rattacher des clés à des valeurs et labelliser ces données et pouvoir ensuite faire des traitements dessus et des vérifications.
Avec ces données labellisées, on va ensuite corréler des données, on va les rapprocher. Voilà, j'ai donné l'exemple des adresses tout à l'heure, mais c'est un bon exemple. Une adresse, elle peut s'écrire de nombreuses façons différentes et d'un document à l'autre. Une adresse qui est la même peut avoir des éléments comme par exemple le bâtiment, des abréviations qui ne sont pas les mêmes, avenue marquée en entier sur un document, AV avec sur une autre. Donc, on va mettre de l'intelligence pour corréler ces données et savoir qu'on peut les comparer correctement. Et tout ce processus-là, il donne lieu en fin de parcours à du scoring. C'est ce qu'on fait, on donne un score sur un dossier client, c'est de l'aide à la décision. Et c'est ce qu'on fournit à notre client. Et voilà, on l'aide, et notamment dans le processus que décrivait Leïla d'entrer en relation dans le domaine bancaire, on l'aide à choisir s'il va entrer en relation avec son client ou pas. Donc, on va voir comment Google et GCP nous aident à faire tout ça. Donc, on a vu la première étape, c'est l'étape de classification. Alors, pour cela, on s'appuie sur des réseaux de neurones convolutifs. Voilà, c'est un algorithme bien connu en termes de deep learning. Et on s'appuie sur une techno Google qui s'appelle TensorFlow. Google fait beaucoup de techno, et notamment en matière d'intelligence artificielle. Et donc, notre modèle, cet algorithme et notre modèle, on avait besoin de les faire tourner sur un serveur de prédiction. Donc, c'est ça notre besoin au départ, c'est avoir un service HTTP qui nous permet de faire la prédiction. On lui envoie une image et il nous dit de quel type est le document. On avait besoin aussi de pouvoir entraîner et déployer des modèles. Et pour cela, on a choisi AI Platform, donc un service disponible sur Google Cloud Platform. Pourquoi? Parce que c'est un service extrêmement simple. On n'a pas implémenté de serveur HTTP qui va faire des réponses. Google a mis ça à notre disposition via un service qui s'appelle TensorFlow Serving. On a simplement à envoyer un modèle, à le déclarer comme étant le modèle de production pour notre environnement de production. Et Google nous fournit voilà, un service qu'on va requêter, un service qui est scalable, un service qu'on peut monitorer et qui permet également d'entraîner et de gérer les déploiements de modèles. On peut avoir, comme on le voit sur l'illustration, sur la partie droite en haut, plusieurs modèles qu'on a déployés et qu'on va switcher au fur et à mesure de nos besoins sur notre environnement TensorFlow Serving, donc porté par AI Platform. Et donc, en gros, nous, on a concentré l'intelligence des gens qui travaillent dans notre service R&D sur la fabrication du modèle de réseau de neurones convolutifs et pas sur tout l'emballage que Google nous apporte et qui nous a permis vraiment d'avoir un service efficace et scalable très simplement. Voilà pour la partie classification. Laïla a insisté sur la partie scalabilité, le fait qu'on ait besoin de faire des calculs complexes et coûteux dans des temps assez courts. Donc, c'est le gros des travaux sur les parties, alors le pré-processing, le traitement d'image, la détection de texte, la partie OCR également. Voilà, on a besoin de puissance de calcul pour offrir des traitements en temps réel. Et pour cela, on a choisi de s'appuyer sur des technologies d'orchestration et de containerisation, dont une est extrêmement connue et utilisée dans le monde aujourd'hui, ça s'appelle Kubernetes. C'est une technologie Google, hein, voilà, ça tombe bien. Et donc, on a choisi d'allier cette technologie avec de la puissance de calcul, CPU, GPU. On aurait pu le faire chez nous, on n'avait pas forcément l'infrastructure équivalente à celle de Google, évidemment, pour faire du calcul GPU notamment. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'allier donc cette partie calcul à cette partie orchestration, containerisation sur Google Cloud Platform. Alors, la solution qu'on a retenue, c'est Google Kubernetes Engine. Voilà, c'est un moteur qui permet de déployer des clusters Kubernetes extrêmement simplement. Et pour la partie calcul CPU, GPU, on s'est appuyé sur Google Compute Engine,
qui permet de déployer des machines avec la puissance de calcul qu'on désire et des machines qui offrent des cartes GPU, donc pour du calcul graphique, et qui nous permettent d'accélérer nos traitements. Pourquoi on a choisi ce service? Déjà pour la simplicité, la rapidité de mise en œuvre, pour la qualité de la console de gestion hein, de Google Cloud Platform, qui est vraiment excellente, et puis aussi parce que d'autres providers offraient des services Kubernetes, mais Kubernetes, c'est développé par les équipes de Google. Donc aujourd'hui, c'est un projet open source, mais développé, initié par Google, donné à la communauté ensuite, et supporté et animé par des gens de chez Google. Donc, ils ont une parfaite maîtrise sur cet environnement. Et puis, ils sont extrêmement réactifs, maîtrisant le cœur du projet, donc la plateforme Kubernetes. Ils sont extrêmement réactifs, GCP est extrêmement réactif sur la mise à disposition des fonctionnalités et des correctifs qui peuvent exister sur Kubernetes. Et alors, c'est en regardant les retours de la communauté hein, Kubernetes qu'on a fait notre choix, parce qu'on a challengé plusieurs solutions. Mais voilà, les retours sur Kubernetes sur Google Cloud Platform étaient excellents. Et puis, Google Cloud Platform est localisé en Union européenne depuis longtemps. On en parlera un petit peu sur la partie sécurité. Ça a été aussi un choix important et un critère de décision important dans le choix qu'on a pu faire. Je vais passer au slide d'après. Alors, comment ça se transcrit en termes d'architecture sans vouloir vous noyer sous des détails techniques. Voilà à quoi ressemble notre solution sur Google Cloud Platform. Alors, à gauche, on voit la partie KYC. En gros, ça, c'est notre service web, notre API, hein, parce que notre service est entièrement adressable via API, toutes nos fonctionnalités. Et ça, c'est quelque chose qui est hébergé chez nous, dans nos data centers. Voilà, et c'est ce service, cette API, qui va faire appel à la puissance de calcul de Google Cloud Platform et à la plateforme Kubernetes, Google Kubernetes Engine. En gros, on a alors une partie load balancing, hein, mais sur lequel on ne va pas s'attarder. Là où ça devient intéressant, ce qu'on a appelé OCR Server, alors c'est un abus de langage parce qu'il fait bien plus que de l'OCR. On l'a vu, il fait un certain nombre d'étapes dans le processus d'extraction et de vérification de données. Donc, c'est le cluster Kubernetes qui va recevoir toutes les requêtes et qui va les stocker, on peut le voir sur la droite, dans une queue de traitement. Voilà. Sont des traitements de temps réel. On peut se dire qu'on n'avait pas besoin de conserver les données. On parle de données sensibles, hein, on en reparlera un petit peu sur le slide d'après. Mais ce qu'on a choisi de faire, c'est des traitements asynchrones. En fait, on va stocker temporairement le temps du traitement, donc une dizaine de secondes environ, les documents sur Google Cloud Storage, et puis les workers, donc vraiment les nodes Kubernetes et les pods, vont venir chercher des tâches de traitement à faire dans la queue Redis que vous voyez à droite. Donc, il y a deux sortes de nodes. En fonction des documents et des traitements qu'on a à faire, on a besoin ou pas de calcul graphique GPU. Donc, on a ce qu'on appelle des workers, hein, c'est vraiment une unité de traitement qui font du calcul CPU, et on a des unités de traitement qui font du calcul GPU. Et en fonction de la tâche qu'il y a à faire, l'un ou l'autre type de worker va exécuter la tâche. Alors là, on en a représenté deux, hein, mais évidemment, on a la capacité d'en déployer beaucoup plus. Et puis de le faire automatiquement. Hein. C'est aussi un des avantages de la plateforme. Voilà un petit peu pour l'architecture de notre cluster Google Kubernetes Engine. Alors, tout ça, voilà, à quoi on aboutit en termes de traitement, pour donner quelques exemples. Hein, on parlait de luminosité, on le voit sur la partie gauche en haut. Voilà, on a un document avec une luminosité qui est très différente entre sa partie gauche et droite. Et on se doit de réussir à extraire de l'information de ce document, et on voit après traitement
ce que ça peut donner, une nette amélioration et une capacité pour nos algorithmes à extraire du texte et du texte fiable du document qui a été travaillé. En dessous, c'est pour illustrer plutôt ce qui relève de la déformation géométrique. On a un document posé sur une table, hein, on va le redresser, on va le recadrer, on va effacer le fond derrière. Là, c'est un fond qui peut perturber un peu. C'est du bois, ça peut perturber du traitement OCR. Donc, on va effacer tout ça, isoler le document, le redresser et le nettoyer pour qu'il soit dans de bonnes conditions pour être traité. La partie en dessous, alors je ne sais pas si on voit très bien, moi je le vois, je suis assez près de l'écran, mais il y a pas mal de bruit, de points un petit peu répartis partout sur le document. Ça, c'est très compliqué pour les OCR, hein, parce que des lettres, ce sont des ensembles de points. Alors quand il y a des points, des agrégats de points, ça peut perturber fortement les traitements OCR. Donc voilà, c'est le genre de traitement qu'on peut faire aussi. Et puis, on est sur la droite un peu une combinaison de plusieurs types de traitements. Voilà, un document qui n'est pas dans le bon sens, dont la géométrie n'est pas parfaite, il est un peu plié, il est sur un fond. Et il a un fond lui-même qui est un petit peu complexe et qui peut perturber un traitement OCR. Et on voit le traitement, le redressement qui est fait en dessous et le résultat final après nettoyage, où on se retrouve avec la capacité d'isoler les zones de texte. Et puis, ça c'est avant de les transformer en clé-valeur, mais on voit simplement en ayant isolé les zones de texte qu'on pourra assez facilement transformer le document en un ensemble de clés-valeurs utiles pour les contrôles KYC. Voilà un petit peu pour les traitements qu'on fait grâce à Google. Un élément que j'ai mentionné et qui est extrêmement important, comme l'a dit Laila, on a des clients, on a beaucoup de clients dans le monde bancaire, pas que, mais on en a beaucoup. On traite des documents personnels, des documents sensibles, voilà, des pièces d'identité, des documents liés aux revenus. Hein, et il était extrêmement important, ça c'était une demande forte de nos clients, d'avoir un traitement extrêmement sécurisé si on allait dans le cloud. Alors, évidemment, comme je l'ai expliqué, les données sont stockées assez rapidement, hein, le temps du traitement, une dizaine de secondes, mais ça n'empêche pas d'avoir la nécessité de sécuriser tout ça. Et pour cela, on s'est appuyé sur des services de Google. Évidemment, il y avait un besoin de localisation des données en Union européenne. Ça, c'était extrêmement important, hein, que les données de nos clients et des clients de nos clients ne soient pas susceptibles de sortir de l'Union européenne. C'est aussi pour ça qu'on a choisi Google. À noter que on est en attente de bonnes nouvelles, mais je crois qui se confirment, de l'ouverture de data center de Google en France début 2021 ou début 2022. Donc ça, c'est encore une bonne nouvelle. Dans les faits, de quoi on avait besoin? De pouvoir chiffrer les documents et de pouvoir les stocker les clés qui permettent de chiffrer ces documents dans ce qu'on appelle un HSM, c'est Hardware Security Module. C'est un serveur dédié aux opérations de chiffrement et extrêmement sécurisé et qui a un moteur pour prévenir les attaques, sans rentrer dans le détail. C'est des équipements extrêmement utilisés dans des contextes sécurisés. Et Google offre voilà, l'accès à ces éléments dans le cloud, donc via un service qui s'appelle Cloud HSM. Donc, on a utilisé la combinaison de deux services, KMS, qui est Key Management System, et Cloud HSM. Alors, KMS permet de chiffrer les documents et d'être très facilement lié à Google Cloud Storage, c'est-à-dire que on va indiquer à Google Cloud Storage qu'on utilise tel type de clé, enfin telle clé, et il va s'occuper de chiffrer, déchiffrer automatiquement, comme c'est illustré sur la partie droite, sans qu'on ait besoin de faire de développement spécifique. C'est quelque chose qui est porté par les API Google. Google chiffre déjà les documents quand ils sont stockés sur Cloud Storage, mais on a rajouté une couche supplémentaire parce que Google les chiffre avec ses clés à lui. On s'est appuyé sur KMS pour générer nos clés à nous
et de les mettre dans le service Cloud HSM. Et donc, la combinaison des deux nous permet d'avoir un haut niveau de sécurité et qui a été validé dans son fonctionnement pour la protection donc, de données sensibles par un grand groupe bancaire qui est notre client. On a dû évidemment montrer patte blanche là-dessus et la solution qu'on a mise en œuvre sur Google a été validée. Un des besoins qu'on pouvait également avoir, c'est le déploiement automatisé sur Google Cloud Platform. Ça, c'était extrêmement important, de pouvoir automatiser la fabrication de notre infrastructure et de pouvoir assurer une conformité entre nos environnements de développement, de recettes et de production. Voilà. Donc, on a utilisé combinaison de deux technologies, donc les API de Google Cloud Platform qui permettent de faire tout un tas d'opérations et une technologie qui s'appelle Terraform, qui vient abstraire en gros les API des cloud providers pour faire les opérations qu'on voit mentionnées en dessous. Grâce à la combinaison de ces deux technologies, on a pu entièrement automatiser donc la construction, le déploiement de notre cluster Kubernetes sur nos divers environnements et on peut les construire de façon répétée et identique entre le staging et la production. Qu'est-ce qu'on déploie rapidement en faisant une petite liste? On crée nos clusters, on crée nos espaces de stockage sur Cloud Storage, on crée ce qu'on a vu, les secrets liés aux clés, à KMS et à Cloud HSM. On fait un certain nombre de paramétrages en termes de réseau et d'infrastructure, d'adressage IP, de mise en œuvre du HTTPS, sans vouloir rentrer dans les détails. On crée aussi automatiquement nos utilisateurs et les rôles qui leur sont attribués. Et puis, on active ou on désactive les services. Alors, évidemment, en production, on est toujours actif, mais en environnement de développement ou de recettes, et aussi pour des questions d'économie et de coûts liées à l'utilisation du cloud, on a la capacité automatiquement d'activer, d'éteindre, d'allumer certaines plateformes en fonction de notre utilisation. Et puis, on a la capacité de les monitorer et de récupérer des logs. Et tous ces paramétrages-là sont faits automatiquement via Terraform et puis notre usine logicielle. Là, on a vu un petit icône à droite avec un petit bonhomme, c'est Jenkins. Donc, Jenkins et Terraform vont instrumenter les API Google Cloud Platform pour déployer, administrer notre cluster Google Kubernetes Engine. Voilà, on peut passer à l'étape d'après. Donc, on a vu un petit peu tout ce qu'on faisait avec Google aujourd'hui. On utilise beaucoup de services de Google. Et encore, je n'ai pas tout cité. On utilise aussi certaines librairies, mais voilà, peut-être qu'on en parlera une prochaine fois. On imagine aujourd'hui les nouvelles étapes. Il y a une API que Google pousse en ce moment et qui est assez prometteuse, qui s'appelle Document AI. Alors, nous, on traite des documents, donc on pourrait se dire, c'est parfait pour nous. On est en train de tester les choses. On commence et puis on travaille en partenariat avec Google sur notre montée en compétence sur ces sujets, sur la découverte et de voir comment ces API pourraient nous aider à adresser nos problématiques et à réserver, je dirais, le cœur de l'intelligence de nos travaux R&D sur des choses très pointues. Si on peut encore aller plus loin grâce aux API Google, eh bien, on le fera. Et voilà, Document AI est une bonne piste que nous sommes en train de creuser. Merci Leïla, merci Stéphane pour cette transition parfaite. Est-ce qu'on peut aller au prochain slide? Alors, je vais présenter mon deck. Voilà. Je te rends la main, c'est ça? Oh, c'est bon, c'est bon. Et donc, effectivement, Google publie une solution qui s'appelle Document AI. Document AI parce que c'est une solution qui est faite pour traiter toutes les données non structurées qu'on trouve en entreprise, que ce soit des PDF, des scans, des documents, des images, etc.
Et donc, quand on dit traiter, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est de lire ces documents et donc extraire l'information qu'on va trouver dans ces documents et les classer. Et ensuite, c'est de comprendre ces documents. Quel est le contenu, quelles sont les entités, de quoi ça parle, etc., etc. Et finalement, une fois qu'on a toutes ces données structurées, c'est de les utiliser. Et une fois qu'on l'a fait dans la plateforme, on a tous les outils de la plateforme, que ce soit pour créer des applications ou traiter la donnée pour en sortir un maximum de valeur. Quels composants de la plateforme ça utilise? Pour la partie read, on va avoir des API de OCR qui sont inclus dans Vision API et des produits comme AutoML qui vont vous permettre de customiser les modèles de ces API pour vos propres use cases et les customiser avec vos documents. Sur la partie compréhension, on va avoir pareil des API pré-entraînées pour tout ce qui est classification de texte, d'entité, de syntaxe, et AutoML NL, donc qui va vous permettre de réentraîner ces modèles pour les customiser avec vos propres données. Et donc, avec cette solution, on va pouvoir traiter énormément de use cases dans toutes les industries. Bien sûr, dans l'industrie financière, on le voit avec le KYC ou la lutte contre la fraude, mais on a beaucoup plus de use cases que ça, c'est pas exhaustif, notamment dans la banque d'investissement aussi, le traitement automatisé des contrats, etc., etc. Et donc, tous ces use cases, finalement, ils suivent à peu près le même modèle, c'est qu'on a un document qui est de données non structurées, il va falloir l'ingérer, le nettoyer un peu, extraire la donnée avec l'OCR, catégoriser le contenu, comprendre de quoi ça parle, et ensuite le stocker et pour pouvoir l'utiliser dans des applications de data ou des applications plus business, plus métier. Et ces solutions, on peut les déployer soi-même avec Google Cloud, mais on peut surtout les augmenter avec d'autres partenaires. Des partenaires technologiques comme Iron Mountain, UiPath, tous les leaders sur le marché du RPA, et aussi avec des partenaires de services comme Artefact, Atos, Capgemini et d'autres qui vont vous aider à implémenter ces solutions. Et je passe la main à Clarisse pour les questions-réponses. Merci Antoine. Donc on a un peu débordé, donc on va juste prendre le temps de répondre rapidement à une petite question de Mamadou qui demande au final, les données clients sont stockées où? Désolé d'avoir un petit peu débordé. J'aurais aimé répondre à plus de questions. Les données clients, elles sont stockées dans notre data center, voilà, de façon sécurisée, sans vouloir rentrer dans les détails, mais ça met en jeu des mécaniques de sécurité qu'on a évoquées. Mais voilà, elles sont pas conservées chez Google, elles sont stockées chez nous. D'accord, très bien, merci. On prendra le temps de revenir par email vers vous pour les autres questions qui ont pu être posées. Merci à tous de nous avoir rejoints. Encore merci Leïla, Stéphane et Antoine pour cette super présentation. Si tu passes à la slide suivante, Antoine. Donc, pour aller plus loin sur cette solution de KYC avec Vialink et avec nous, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous. Vous avez donc les coordonnées d'Antoine, Leïla et Stéphane. Ils se feront un plaisir de rentrer en connexion avec vous et de répondre à vos questions. Je prends juste quelques instants pour vous parler également de Next on Air IMIA, qui est notre prochain grand événement Google Cloud, qui se tiendra le 29 septembre pour une durée de 5 semaines. Donc, un programme de formats digitaux courts qui reprendront nos plus belles annonces, nos développements de solutions, comme des Document AI, par exemple, pour vos entreprises, pour vos industries et pour vous aider, vous accompagner dans votre transformation digitale. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.